Bien, bien. Merci donc Mathieu Rey. Et donc nous allons maintenant donner la parole à Eberhard Kienle, qui a une double affiliation au CNRS et à Sciences Po, et qui va nous parler des violences politiques au Moyen-Orient, le legs perpétuellement reconstitué d'inégalité mondiale. D'abord, un grand merci à Anne Cheng et à Henri Laurence de m'avoir invité à cette journée d'études, d'autant plus que voilà, je ne suis pas nécessairement historien, je manque de légitimité un petit peu, je suis un sinistre politiste, mais je dis ça un peu chaque fois que je rencontre Henri, parce que visiblement, bon, il voit quand même quelques mérites dans cette approche qui n'est pas tout à fait la même. Donc de temps en temps, il m'invite, et voilà, toujours évidemment en me rappelant que la science maître n'est évidemment pas la science politique, mais l'histoire. Et évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc voilà, il y a une hiérarchie, n'empêche que voilà, ceux qui sont en bas de l'hiérarchie, parfois, arrivent à contribuer à quelque chose. Alors, et d'abord, peut-être quelques prolégoménas. Alors, évidemment, l'intitulé que vous voyez, hein, c'est un intitulé de politiste, vous voyez très bien, il est un peu compliqué. Il aurait pu être plus simple, et surtout, voilà, on aurait pu éviter les guillemets qui entourent politique. Alors, deuxièmement, je suis navré, mais mes compétences sont limitées, non seulement parce que je suis politiste, mais aussi parce que je ne sais pas parler de l'Extrême-Orient uniquement d'une partie du monde qui est le Moyen-Orient, ou le soi-disant Moyen-Orient, l'Asie occidentale. Et donc, malheureusement, je ne pourrais pas comparer de manière explicite les cas d'une de ces parties du monde et d'une autre. J'évite sciemment le terme région, parce que je pense que région réifie les subdivisions du monde outre mesure. Alors, et en dehors de cela, ben voilà, qu'est-ce que je peux dire de neuf? Je ne suis pas sûr, parce que l'argument que j'essaye de vous présenter n'est pas entièrement innovant. Il est peut-être quand même utile de rappeler un certain nombre de choses, et vous voyez après, voilà. D'ailleurs aussi, il y a des convergences, je pense, avec mes prédécesseurs, avec Mathieu et avec Henri. Je n'y reviendrai pas explicitement, peut-être au cours de mes propos, mais évidemment, on pourra en discuter plus tard. Et finalement, pour des raisons de temps, et après, évidemment, j'entrerai dans le vif du sujet, pour des raisons de temps, je ne vais parler que, disons, de la violence intra-étatique et pas tellement de la violence interétatique. C'est un autre domaine, pas tout à fait, évidemment les deux sont liés, on le verra tout de suite, mais on pourra y revenir probablement plus tard dans le débat. Par exemple, voilà, je ne vous parlerai pas du conflit entre Israël et Palestine et des développements qui ont amené à ce conflit. Alors, l'objectif général, et ça vous verrez aussi très vite, c'est un peu de banaliser la violence au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. Il faudrait quand même que je regarde le temps. Vous me faites signe si je dépasse les 10 minutes. Oui, et après, oui, voilà, comptez sur moi, oui. Très bien. Alors, oui, le sujet principal, l'objectif principal, c'est un peu de combattre, c'est l'idée que le Proche-Orient, il est particulièrement violent, il est trop violent, il est peut-être par essence violent, et que bon, la violence serait une sorte de deuxième nature de cette partie du monde. Alors, je ne m'inscris pas du tout dans cette logique ou dans ce débat. Pour moi, c'est une violence banale, ordinaire, qu'on retrouve au Proche-Orient, évidemment, mais aussi dans d'autres parties du monde, notamment dans cette partie du monde, ou dans ces parties du monde où on a des États nouveaux ou des États relativement récents. Donc c'est évidemment le monde issu plus ou moins de ce qu'on appelle la colonisation ou de la décolonisation. Donc là, il y a peut-être des rapprochements à faire avec l'Extrême-Orient, on le verra bien, mais certainement aussi avec d'autres parties du monde. Il n'y a rien donc d'essentiellement moyen-oriental dans ce que je vous dis. Alors évidemment, il y aura très vite l'objection et la religion, voilà la religion, l'islam, voilà, je n'en parlerai pas. À mon avis, c'est un fait divers. Je vous le dis très, très franchement. Il ne faut pas se focaliser sur la religion. Elle intervient évidemment, mais uniquement dans des conditions, dans des circonstances historiques particulières. Elle intervient ailleurs aussi. Donc, encore une fois, on pourra en discuter plus tard. Ce ne sont pas mes propos principaux. Ce qui m'intéresse le plus, c'est en effet l'État. C'est l'État. Et l'État qui est un phénomène politique,
D'ailleurs, juste pour la religion encore, voilà, juste pour illustrer peut-être, les catholiques et les protestants se sont égorgés copieusement et largement au cours des siècles, donc on ne voit pas pourquoi on devrait ramener un phénomène de violence ou des phénomènes de violence à une religion particulière qui serait l'islam. Mais bon, voilà, ça c'est à part. Donc parlons plutôt de politique. Alors, je pense que, maintenant il y a deux définitions, ou plusieurs définitions de politique. On peut dire que la politique ou le politique se termine là où commence la violence, parce que la violence ne serait pas politique, mais évidemment, on peut aussi dire le contraire, que la violence est partie prenante du ou de la politique. Et évidemment, voilà, là, on pense aux grands auteurs, on pense à Machiavel, on pense à Hobbes, on pense au Léviathan, au Behemoth, on pense aussi à Max Weber, pour qui, évidemment, l'État, qui est le dépositaire de des moyens de coercition, même le dépositaire légitime, supposément, voilà, on voit très bien qu'il y a des définitions du politique ou de la politique qui intègrent la violence. Donc la violence, elle est politique, elle est un peu partout, même si, évidemment, on pourrait s'imaginer, avec des politistes comme Samuel Feiner, par exemple, on pourrait s'imaginer une politique ou un monde politique entièrement dépourvu de violence. On pourrait le faire aussi. Alors, ce qui est évidemment très violent, c'est l'État. Et, les États sont en général nés de la violence, agrandis par elle, parfois par le mariage. Les Habsbourg étaient très habiles en évitant parfois la violence et en la remplaçant par une politique de mariage. Mais donc la plupart des États sont quand même nés dans la violence, agrandis par elle, et c'est une double violence, une violence qui est évidemment dirigée contre l'extérieur, la constitution de l'État. Là on arrive évidemment dans d'autres classiques comme Tilly et d'autres. Il y a aussi une violence évidemment à l'intérieur, c'est Weber, c'est la monopolisation des moyens de coercition, donc une violence dirigée contre le gouverné. Et non seulement pour les mobiliser contre l'extérieur, mais aussi pour d'autres raisons. Et cette violence, évidemment, elle est souvent, disons, très physique, elle est despotique, comme nous dit Michael Mann, mais elle peut aussi être infrastructurelle, donc un peu soft, un petit peu élégante même. Et là, on arrive évidemment à l'indoctrination, à d'autres moyens que les États ont à disposition. Évidemment, le ministère de l'Intérieur, de la Défense et de l'Éducation nationale sont toujours les plus importants. La violence, disons, hard d'un côté, la violence soft de l'autre. Et voilà, on parlait de la nation, on parlait de la nationalisation des États tout à l'heure. Et évidemment, c'est un projet unique, un projet très très violent dans la mesure où on force les gens à parler la langue nationale. Et cela ne se passe pas toujours si bien que ça. Alors, et donc, l'État est toujours lié à la violence. Et quoique, voilà, où qu'il soit, ici ou ailleurs. Maintenant, ce que je veux expliquer, c'est que au Moyen-Orient, la violence est liée à la formation de l'État dans cette région, qui, encore une fois, n'est pas une formation de l'État qui serait typique pour cette partie du monde. On la retrouve ailleurs, elle est différente qu'en Europe, mais la violence, ou je ne dirais pas la spécificité, mais les caractéristiques de la violence politique au Proche-Orient sont largement liées, pas uniquement, largement liées à la formation de l'État, c'est-à-dire les conditions de sa naissance, de sa survie, de son évolution. Et là, on arrive évidemment très vite à l'argument un petit peu connu, mais je vais le relativiser tout à l'heure, des États artificiels. Alors on sait très bien que artificiels, toujours entre guillemets, comme politique, parce que ce sont des États nouveaux qui ont été créés, pas tous, mais il y en a beaucoup. Il y a deux constellations, je vous parle de la première maintenant. La première, ce sont des États nouveaux, récents, relativement récents, qui ont été créés artificiellement, comme on dit, par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, après la défaite de l'Empire ottoman, ou peut-être même avant, la Libye, elle a été occupée même un peu plus tôt. Ce sont donc des États relativement jeunes. C'est vrai pour l'Irak, pour la Syrie, pour le Liban, pour la Jordanie, pour, ce qu'aurait pu être la Palestine, aussi Israël, même si Israël est un cas un peu à part, et la Libye, évidemment, aussi. Ce sont des produits, pour ainsi dire, de la violence coloniale, de l'occupation à partir de 1918 ou même un petit peu avant. Et ce sont donc des États qui sont déjà
par nature, contestés dans leur existence. Ce sont des États qui sont contestés pour d'autres raisons, mais aussi pour cette raison-là. Alors, ces États-là, et là je reviens un petit peu à mon intitulé, à l'intitulé de cette communication, ce sont des résultats d'une situation d'inégalité globale de ressources. L'Empire ottoman est défait. Les Arabes qui vivaient dans les parties arabes ou arabophones de l'Empire n'avaient pas les moyens de s'établir en État, même si l'on avait essayé, à Damas par exemple en 1918-19, ce sont des États qui sont créés par des agents, par des forces extérieures. Alors, ce sont des États qui sont récents et qui n'ont pas souvent eu les moyens que d'autres États ont eu pour se consolider. Alors, État, quand je parle d'État, évidemment, je parle toujours de 3 aspects, ou de 4 aspects plutôt. C'est d'abord un territoire relativement défini, c'est une population qui va avec ce territoire, un régime politique à ne pas confondre avec régime dans le sens habituel, donc un régime politique qui organise, pour ainsi dire, formellement la vie politique, et évidemment, bon pour les juristes, la reconnaissance internationale. Et donc, on a ce genre d'États au Proche-Orient qui sont relativement récentes et qui se débattent, qui se battent et se débattent avec ce qu'on appelle souvent et voilà, on en avait déjà parlé, avec des solidarités infra-étatiques. Alors, tu les appelais... segmentaires. Voilà, segmentaires, et c'est certainement vrai d'une certaine manière. Donc on réunit dans un État des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord sur beaucoup de choses, des gens qui parlent des langues différentes, qui suivent des religions différentes, et qui aussi vivent, voilà, les mêmes religions se retrouvent chez le voisin. Donc ça crée un certain nombre de tensions internes, et ça crée aussi des tensions avec les moyens, avec les voisins. Et cette vision de l'État, entre guillemets, artificielle, elle avait souvent été un peu caricaturée, parce que n'empêche que, souvent, ces États ont aussi pu développer une certaine légitimité au cours des années. Donc, les États sont contestés non seulement par les, disons, groupes divers, les sunnites, les alawites, les druzes en Syrie, par exemple, mais aussi par ceux qui défendent l'État. Sauf que, évidemment, l'État, de temps en temps, il est aussi capturé par un de ces groupes. Ce sont des groupes qui sont en concurrence les uns avec les autres. Ce ne sont pas nécessairement des groupes primordiaux, comme on dit souvent, ce sont des groupes souvent instrumentels et qui se construisent par une compétition pour les ressources. Tout ça pour dire qu'on est en présence d'un État qui a déjà pas mal de difficultés de s'imposer, où les différentes composantes de la soi-disant société ont beaucoup de mal à vivre ensemble. Donc l'État est contesté et il y a contestation entre les différents groupes. Donc il y a déjà là pas mal de possibilités, pas mal de violence ou de violence possible. Alors ce qui est caractéristique pour ces États, c'est que, pas qu'ils sont artificiels, tous les États sont artificiels. La France est artificielle, tout ça ce sont des créations, seulement ce sont des États qui ont été naturalisés ou nationalisés ex post. Ce sont des États où on a imposé une langue, souvent une religion, et dans les États du Proche-Orient, de ceux que je parle, ce n'a pas été possible pour des raisons diverses, on pourra y revenir, ou voilà, ce n'a pas été essayé, ce qui tient beaucoup à l'époque aussi à laquelle ces États ont été créés, et ce qui tient aussi beaucoup, disons, à leur âge, parce qu'ils sont relativement jeunes. Donc voilà, tout ça pour dire que l'artificialité de l'État, c'est relativement important, mais c'est surtout important parce qu'on n'a pas nécessairement toujours réussi à imposer une nation qui serait coextensive avec l'État. Alors, ça, évidemment, ça crée tout un tas de questions qui seraient maintenant des questions de relations extérieures, parce que ces États ont une politique étrangère qui est tout à fait particulière. C'est une politique étrangère qui est une sorte de chaudron qui est toujours bouillonnant, donc il y a des difficultés avec les voisins, mais il y a aussi évidemment une question toute bête, c'est la délimitation des frontières. Voilà donc ces sujets sur lesquels on pourra peut-être revenir plus tôt. Alors là, je vous ai parlé d'un type d'État qui est déjà assez marqué nécessairement, quasiment, par la violence. D'autant plus que, dans certains cas, on le voit en Irak, on le voit aussi en Syrie, on a essayé de
créer artificiellement une nation, d'imposer une langue nationale de temps en temps, qui serait l'arabe contre le kurde, par exemple. Donc voilà, on a essayé ce genre de choses tardivement. Dans les États européens, ben voilà, on est passé par ce stade un peu plus tôt, on l'a accepté, mais dans ces États-là, c'est parfois encore en cours, ou c'était en cours il y a récemment. Il y a un deuxième cas de figure, ce sont des États beaucoup plus anciens, ou des États qui, j'aime bien la métaphore, qui ont commencé à coaguler avant. Parce que bon, ils ont été créés, ou ils se sont créés non nécessairement comme États, mais c'était des entités politiques qui, bon, au fur et à mesure, sont devenus des États. Je pense à l'Égypte, je pense au Maroc, je pense à la Tunisie, qui étaient là déjà en tant qu'entité politique, avec des frontières relativement fixes, avec une population qui était à peu près la même, et avec des régimes politiques, enfin la Tunisie déjà au XVIIe, XVIIIe siècle, et déjà avant la colonisation française, le Maroc aussi, l'Égypte aussi. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce sont des États qui ont déjà coagulé un petit peu avant l'expérience coloniale, qui étaient déjà relativement consolidés, beaucoup plus que les autres, mais qui ont néanmoins été fortement marqués, pas tellement peut-être en termes de population, en termes de territoire, même là aussi, mais surtout en termes de régime politique et économique, par les puissances coloniales. Voilà, l'Égypte, sans entrer dans les détails de l'histoire égyptienne, mais l'Égypte, elle a quand même été le régime politique à partir de l'occupation britannique en 1882, et le régime économique aussi grâce ou à cause de cette occupation, et pour d'autres raisons, ont quand même été fortement influencés par les Européens qui ont dominé l'Égypte militairement et financièrement. Voilà, donc on a des États qui, ou bien les États plus jeunes, qui surtout en ce qui concerne l'État lui-même, ont été formés dans la violence et qui sont sujets à certaines formes de violence qui répondent nécessairement à l'histoire de ces États. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, s'il n'y avait pas d'État, ou si l'État, dans ces contrées-là, avait pris une autre forme, qu'il n'y aurait pas de violence. Évidemment, non. Mais seulement la violence telle qu'on la voit, qu'elle se déroule, est liée à ce processus de formation d'État. Et dans tous les cas, elle est aussi liée, justement, même dans les États plus anciens, elle est liée aussi à cette domination coloniale, économique et politique. Maintenant, ce qui est intéressant, et là je reviens à la deuxième partie de mes pensées et de mes propos, c'est que l'intitulé, il parle du legs perpétuellement renouvelé d'une inégalité mondiale ou globale. Donc, on avait donc cette inégalité globale au moment de la colonisation, et après, il y a l'indépendance, et on pourrait dire, l'indépendance, elle arrange les choses, mais non, elle ne le fait pas. On reste quand même en présence d'États, soit les États nouveaux, soit les États plus anciens, qui restent toujours un petit peu, et là, sous l'influence de ce qu'ils ont vécu. Les régimes politiques ont été consolidés, dans tous les cas formés ou consolidés par les puissances extérieures, et on voit très bien qu'à partir des années 50, il y a des révolutions, il y a des coups d'État, et ainsi de suite, donc ça ne convient pas nécessairement à ceux qui vivent sous ces régimes-là. Les économies ont été fortement façonnées par les puissances coloniales. En général, ce sont des économies, même aujourd'hui, ce sont des pays à revenus moyens, sauf évidemment les pays qui produisent des hydrocarbures, comme dans le Golfe ou, d'une certaine manière en Libye. Mais ce sont des pays qui, se débattent toujours avec les mêmes questions, économiques, les mêmes questions, c'est-à-dire ils consomment plus qu'ils ne produisent. Ce sont des États qui n'ont pas vraiment une vraie base industrielle, qui étaient assez longtemps assez agraires, et qui ne produisent pas nécessairement les moyens qu'ils dépensent. Et ça, on peut, si vous voulez bien, on pourra aussi dans le débat peut-être y revenir et expliquer pourquoi c'est ainsi. En tout cas, ce sont des États qui ne se sont pas consolidés autant
qui ne le voulaient, ce ne sont pas des États qui ressemblent à leurs anciens maîtres coloniaux. L'Égypte, le grand rêve de Nasser était d'établir une Égypte qui devait ressembler à la France ou à l'Angleterre. On l'a essayé, mais ça n'a pas marché. Et ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Donc, on est perpétuellement dans ces situations d'inégalité qui affaiblissent ces États, qui affaiblissent leurs économies. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, de temps en temps, ou bien dans la durée, ou ponctuellement, il y a des interventions étrangères, extérieures plutôt, qui essayent voilà, de surmonter un certain nombre de difficultés ou de crises qui sont vécues par ces États et par leur population. Souvent, c'est la violence, on l'a vu, pas toujours la violence évidente, mais aussi la violence économique, la pauvreté, qui est une autre forme de violence. Alors, il y a trois manières d'intervenir. Il y a ou bien, évidemment, l'aide économique militaire au gouvernement. Il y a beaucoup de gouvernements au Moyen-Orient, prenons encore une fois l'exemple de l'Égypte, qui reçoivent régulièrement des sommes, ou ont reçu des sommes assez importantes, aujourd'hui un petit peu moins, mais qui quand même voilà, reçoivent de temps en temps... Enfin, l'aide militaire américaine à l'Égypte, même si en chiffrée, elle n'est pas si importante que ça, mais de facto, elle est assez importante. Donc, il y a un certain nombre de flux de ressources perpétuelles pour garder, tenir sous perfusion ces États et leurs populations, qui créent évidemment de nouvelles violences parce que ces flux ne résoudent jamais les vrais problèmes qui sont à la base de ces faiblesses. Deuxièmement, évidemment, on aurait des soutiens ponctuels, comme par exemple, encore une fois, l'Égypte ou le Liban maintenant par le Fonds monétaire international. Seulement, ça revient tout le temps parce que, bon, voilà, une fois on donne un crédit, une fois on efface une partie de la dette, ben voilà, et quelques années plus tard, on est de retour à la case de départ. Donc voilà, deuxième possibilité d'intervention. Ou troisièmement, beaucoup plus violente, c'est l'intervention militaire, comme on l'a vu en Irak, comme on a vu les Américains en Irak, les Russes en Syrie. Ou bien c'est pour maintenir, pour consolider un régime politique ou un État qui sont en difficulté, ou bien c'est pour renverser ce régime et pour peut-être faire en fonction que cet État fonctionne mieux. Alors évidemment, c'est un Dieu pieux, parce que bon, là, je parle évidemment de l'exemple irakien et de l'exemple syrien. Alors on a ces interventions militaires qui parfois sont basées ou sont motivées par des considérations assez nobles, intervention humanitaire, ou comme par exemple en Syrie aujourd'hui, hein, du côté de ceux qui n'interviennent pas. On a aussi le rétablissement de la souveraineté d'un État, comme le Koweït en 91, ou la zone d'exclusion aérienne pour parler des Kurdes en Irak. Donc ça peut être motivé par des raisonnements tout à fait nobles, n'empêche que à chaque fois, dans une situation dans laquelle l'État déjà lui-même n'est pas tout à fait légitime ou considéré comme tout à fait légitime par toutes ses composantes, et deuxièmement parce qu'il y a toujours évidemment des désaccords entre des groupes constitués qui peuvent s'identifier ou bien en termes de langue ou en termes de religion ou en termes d'autres choses, et donc parce qu'il y a ces asabiyat et parce qu'il y a ces divisions culturelles dans la société, ben voilà, ces interventions, normalement, servent les intérêts des uns, mais pas des autres. Donc, à chaque fois, on renouvelle, on n'apporte pas la paix, on n'apporte pas les ressources qui servent à tout le monde, mais finalement, on fait tout simplement, on ravive encore des tensions, même si parfois, ben voilà, il y avait un régime politique qui servait plutôt les intérêts d'une composante. On dit en Irak des sunnites, c'est un peu plus compliqué. Et après, voilà, après l'invasion ou l'occupation américaine, c'était entre guillemets les chiites, pas tous les chiites. Mais voilà, ça peut s'inverser, n'empêche que les frontières restent toujours là. Et évidemment, ça donne toujours lieu à des violences. Alors, on est finalement, dans le replay de ce qui s'était passé. Henri l'a déjà dit, de ce qu'on a fait en 1918. Donc, chaque nouvelle intervention, finalement, ne fait que proroger les difficultés des États en question. Alors, que faire? Je vais terminer là-dessus. Que faire? Voilà. Alors, on ne peut rien faire. Ce qui est faire quelque chose aussi, c'est-à-dire, voilà, on supprime les interventions humanitaires, on ne fait plus la guerre à Saddam Hussein ou à d'autres, voilà, c'est une possibilité.
Et à la lumière de ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est pire que d'intervenir et d'agir et de renouveler les problèmes? Je ne le sais pas. Évidemment, ceux qui sont impliqués dans la confection des politiques étrangères pensent autrement. Deuxième possibilité, ben voilà, c'est qu'est-ce que je veux dire? Voilà, intervenir. Deuxième possibilité, c'est donc première possibilité, c'est rien faire. Deuxième possibilité, c'est faire comme on l'a fait, avec les effets qu'on connaît. Troisième possibilité, c'est intervenir peut-être de manière un peu plus réfléchie dans la durée. Donc voilà, travailler étroitement avec les acteurs locaux concernés. Mais ça met du temps, ça met beaucoup de temps. Ça dépasse évidemment une mandature législative en France, aux États-Unis ou ailleurs, ou le mandat d'un président. Donc c'est difficile à faire. Et en plus, c'est difficile à faire parce que cette inégalité à l'échelle mondiale, elle continue à exister. Ce n'est pas parce qu'on se prend du temps et on essaye de résoudre avec les autres les conflits qui les opposent, et qui les opposent surtout à ceux de l'extérieur, qu'on arrivera nécessairement à les résoudre. Donc voilà. Alors heureusement, moi je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, heureusement je ne suis pas diplomate, je peux tout simplement constater que les chances d'améliorer les conditions des pays en question sont assez maigres tant qu'on vit dans un régime, disons, de répartition inégale des ressources entre ces parties du monde et les autres, qui, évidemment, même avec la bonne volonté, seront toujours considérés comme des dominateurs. Bien, merci à Eberhard Kienle de nous avoir rappelé d'abord que tout le problème, je crois le diagnostic qu'on peut porter, c'est que en fait tout le problème vient de l'imposition du modèle de l'État-nation, de cette coextensivité supposée entre l'État et la nation, et que d'autre part, en fait, un État, c'est par définition quelque chose d'artificiel, en fait. Hein, donc, je pense que c'était intéressant de nous rappeler l'importance de l'âge des États. Parce que effectivement, comme dans la réalité humaine, en fait, plus on est vieux et mieux on est établi, plus on est stable. Alors que évidemment, quand on est jeune, on a quand même moins de chances d'arriver à la stabilité. Ce que j'ai bien aussi apprécié, c'est cette notion de naturalisation, qui est assez, enfin quand on y pense, c'est assez terrifiant, hein, parce que bon, c'est là qu'on voit que ce qu'on appelle le soft power, c'est presque plus terrifiant que le hard power, parce que le hard power, au moins, bon, là c'est clair, on le voit, enfin, on sait comment. Enfin, on ne sait pas toujours, mais enfin, disons qu'il est facile à cerner, tandis que le soft power, de cette naturalisation, c'est-à-dire en fait de cet essentialisme auquel on aboutit toujours et qui fait justement en fait le fonds de commerce de tous les idéologies voilà, fascisantes, enfin de quelque bord qu'elles soient, en fait, c'est ça qui est vraiment tout à fait terrifiant. Hein. Et je pense qu'on aura encore plus de mal à s'en débarrasser que justement de cette situation d'inégalité mondiale. Maintenant, juste une ou deux questions très brèves.